Mesdames et messieurs, bonjour. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas les systèmes de retraite en Suisse, quand bien même qu'ils sont employés ou indépendants. Pour nous expliquer tout ça, nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateau de Parlons-en Kinshasa Europe, l'expert et non de moindre, M. Miguel Fernandez, conseiller en prévoyance patrimoine chez AXA Winterthur. Bonjour, Monsieur Miguel. Oui, bonjour, Monsieur Yondoula. Voilà. Et dans la première partie de notre émission, nous allons aborder la question du système de retraite donc, en Suisse, c'est-à-dire l'AVS. Mais avant tout, faisons connaissance de l'homme à travers un petit parcours et également nous allons évoquer la question de l'historique de l'immigration africaine en Suisse. Alors, nous allons démarrer notre émission par la première question, Monsieur Miguel. Vous êtes de nationalité angolaise et depuis quand vivez-vous en Suisse? Alors, d'abord, je vais commencer par vous expliquer que effectivement, je suis angolais. Et pour faire un peu connaissance à vous ou à ceux qui nous écoutent, je vais d'abord vous expliquer d'où je viens. Alors, je suis nationalité angolaise et que je grandis à Kinshasa. Je suis venu à Kinshasa, j'avais 2 années, et c'est là où je fais toutes mes études, depuis l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Et à l'époque, nous, on était encore colonisés par les Portugais et nos parents ont fui la répression coloniale. C'est ça qui nous a conduits jusqu'à l'époque, ça s'appelait Congo. Après, ça a changé de nom. Mais je suis arrivé à l'époque où c'était encore le Congo, où il faisait encore bien beau vivre. Voilà. Alors, ce pays-là m'a donné l'instruction et m'a donné le savoir-être aussi. Et jusqu'aux années 74, où il y avait des accords qu'on appelait les accords d'Alvor pour l'indépendance de l'Angola, et mes parents ont décidé de quitter définitivement le Congo pour rentrer en Angola. Entre-temps, j'étais en train de finir ce que vous appelez le bac ici, et là-bas c'est le diplôme d'État. Et après avoir conclu le diplôme d'État en 74, je suis allé à Brazzaville. Parce que ne parlant pas le portugais à l'époque, je me disais comment je pouvais aller faire mes études en Angola. Alors j'ai traversé directement à Brazzaville pour pouvoir m'inscrire à l'université Marie Kouabi. Et malheureusement, à cette époque non plus, on ne pouvait pas nous prendre les Angolais parce que l'Angola est en train de se préparer pour être un État indépendant et que les Nations Unies n'accordaient plus de bourse aux Angolais. Alors j'étais obligé de repartir en Angola. Et qu'en Angola, à ce moment, il y avait aussi la guerre entre les 3 partis qui ont lutté pour notre indépendance. La situation était instable. Et en 75, 11 novembre, nous avons eu notre indépendance. Et 3 mois après, c'est-à-dire au mois de janvier 2006, je suis rentré en Angola. Alors j'étais parmi les premières personnes ne parlant pas portugais qui ont mis pied à Luanda. Et qu'on appelait régressade ou retournade. 76, vous voulez dire? 76, janvier 76, je suis rentré en Angola. Bon, j'étais encore assez jeune, j'avais mes 20 ans avec l'innocence. Et je ne savais rien de la politique. Je suis rentré et j'ai eu l'accueil vraiment très favorable des gens que j'ai trouvés sur place. Ils ont trouvé d'abord que j'étais courageux de rentrer dans un pays où je ne connaissais pas, où je ne parlais pas la langue. Et à partir de ce moment-là, je me suis installé à Angola. Et j'étais parmi les premiers qui se sont inscrits à l'université de Luanda parce qu'ils ont commencé les cours en 77. L'université a ouvert en 77. Et j'étais parmi les gens, les premiers étudiants qui ont initié encore l'université de Luanda. Et que j'ai salué aussi quelques compatriotes en 78 qui nous ont rejoints, ils se reconnaîtront, je ne citerai pas les noms, et qui sont venus aussi pour entrer à l'université de Luanda à l'époque. Voilà. Et puis je suis resté à Luanda où à l'époque il n'y avait pas de cadres angolais et qui étaient formés parce que le Portugal ne nous a pas laissé un héritage de formation et on était obligés, étant étudiants, que ce soit à l'université et de travailler en même temps. Et à ce moment, je commençais à travailler au ministère du Plan et en donnant cours le soir. C'était assez compliqué et complexe et difficile à comprendre. Le matin, à 7 h du matin, j'allais au cours à la faculté de sciences économiques jusqu'à 12h30. L'après-midi, à 2 h, j'allais travailler au ministère du Plan jusqu'à 18 h. À 18h30, je donnais le cours au lycée jusqu'à 21 h, 22 h. D'ailleurs, j'ai aussi des collègues avec qui on a donné des cours, qui sont ici à Genève, que je connais très bien, ils me connaissent aussi, que je ne vais pas citer, mais ils se reconnaîtront si ils regardaient cette transition. Et après, l'Angola, avec ses problèmes, qu'on soit politique, on était avec un régime qui était communiste à l'époque.
et qu'avec l'économie de planification, ça demande des sacrifices énormes. Mais ça nous a permis, moi personnellement, de me nourrir politiquement et de comprendre un peu dans quel enjeu l'Angola s'est trouvé à ce moment-là. Et la guerre qui nous a été imposée. Et j'en ai en tiré beaucoup de leçons qui m'ont conduit d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, et de voir et de comprendre la politique et de l'analyser différemment par rapport à la situation que l'Afrique vit aujourd'hui. Dans les années 80, j'ai décidé de poursuivre mes études à l'étranger. Parce que j'étais à l'époque beaucoup plus francophone que lusophone. Et j'ai eu la chance d'aller étudier en France, où j'ai fait l'administration sociale et économique. J'ai eu ma licence. Et quand j'ai terminé en 83, alors il fallait prendre une décision, ou rentrer définitivement en Angola, ou rester en Europe. Alors l'idée de rester ne me tentait pas souvent, parce que je me disais, mais en Angola, je n'ai pas fait quelque chose. J'avais mon travail, j'avais ma maison, et je peux y rentrer aussi. Mais j'avais deux appréhensions. La première, le service militaire. C'est quelque chose que je voulais pas. C'était obligatoire, le service militaire? Oui, le service militaire, c'est obligatoire. Et que je ne voulais pas trop entendre parler de ce service militaire. Et que j'ai déjà été appelé une fois, j'avais donné des raisons. Et les amis qui ont été faire le service militaire, il y en a même d'autres qui sont ici. Que j'ai dit même coucou, il était pilote militaire, il se reconnaîtra aussi. Et ça me mettait un peu. J'avais pas d'aller encore se retrouver dans cette réalité-là. Et j'ai eu un ami, un cousin aussi à Paris, qui m'a dit, écoute, par rapport à votre façon d'être et de vivre, je pense qu'un pays comme la Suisse vous conviendrait mieux, parce que vous êtes très tranquille, très posé, très réfléchi. Et nous, un peu à Paris, ici, on est habitué à notre... Voilà. Et moi, je n'étais pas trop habitué à cette forme de fonctionner. Et un pays comme la Suisse, je pense, c'est un pays que vous allez vous sentir à l'aise et aller un peu tenter votre expérience. Et c'est ce que je fais en 83. Et je suis venu en Suisse, et je vous assure que quand je suis arrivé, je ne croyais pas que je resterais ici le temps que je suis resté. Et ça, j'en tire chapeau, parce que j'ai pas eu beaucoup de difficultés à m'intégrer ici. Et quand je suis arrivé, il y a des problèmes qui se posent, des problèmes de papier, des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Bon, j'ai mis les choses à table, j'ai vu les autorités suisses. Moi, ma situation est la suivante. Ou vous m'acceptez, ou je rentre en Angola. Bon, heureusement qu'ils m'ont accepté. Ils m'ont donné la possibilité d'étudier à l'époque. Et à l'époque, je me suis inscrit à ce qu'on appelle aujourd'hui UDH, c'est-à-dire Institut de hautes études des relations internationales et de développement. Et je fais 2 ans de mon diplôme que j'ai eu dans les années 88. Alors après avoir obtenu mon diplôme, c'est toujours cette question qui revient toujours, qu'est-ce qu'on fait après? Alors qu'est-ce qu'on fait après? Dans mon petit job en tant qu'étudiant que je faisais à l'époque, ça m'a conduit à avoir des relations. Et mon directeur de l'époque me disait, écoute, vous voulez plus travailler? Je dis, non, ça me suffit, j'ai assez travaillé chez vous 5 ans, j'ai envie de partir. Je dis, non, vous partez pas, restez. Mais j'ai besoin de vous, vous allez être mon assistant. Alors je dis, ok, très bien. Et je suis rentré à ce moment-là comme assistant de direction. Et ce poste-là m'a conduit à travailler jusqu'à la Fédération des entreprises romandes. Qui a son siège Qui a son siège à Genève. Alors c'est quoi la Fédération des entreprises romandes? La Fédération des entreprises romandes, c'est un groupement qui défend les intérêts patronaux des différentes activités, secteurs. C'est-à-dire, ça veut dire que tous les secteurs économiques et empresariales qui sont en Suisse romande, ils ont leur fédération qui défend leurs intérêts dans la stratégie économique, dans les assurances collectives et consorts qui ont leur siège qui se trouve à la rue de Saint-Jean, 98. Et moi, je m'occupais effectivement que de ce qui était cinéma à Genève. Alors, c'est-à-dire que je vis le développement du cinéma à Genève et je les ai vus aussi mourir en même temps. Alors, dans ma fonction, il fallait penser, concevoir des stratégies pour le développement du cinéma. Je dis dans la projection, l'exploitation. Dans l'exploitation de ça, le cinéma à Genève. Et vous y êtes resté combien de temps? Je suis resté 10 ans. 10 ans? Ouais, c'est là où j'ai fait presque ma carrière. Je suis resté 10 ans dans la fédération. Je connais tous les patrons du cinéma genevois. Je les ai vus, j'ai vu tous les cinémas comment dirais, naître et mourir. J'ai vu le changement, la mutation qui s'est fait au niveau des salles, des cinémas et des exploitants à Genève. Et pour en finir avec cela, c'est plutôt l'empreinte que je laissais dans le cinéma. C'était
la création de la carte cinéphidelité. Voilà. Alors, j'étais à l'origine de la création de la carte cinéphidelité. Rappelle-nous juste la date, on va de l'année. Alors, c'était dans les années 92-93 qu'on a créé la carte cinéphidelité. C'était des cartes à puce où on permettait aux personnes qui allaient souvent au cinéma de s'acheter une carte, et la carte avait une puce où ils pouvaient charger les nombres d'entrées qu'ils voulaient, et puis ils avaient des réductions chaque fois qu'ils allaient au cinéma. Alors bon, je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec Boris, qui est l'administrateur de Infomania. Il devait avoir 20 ans à l'époque. Alors nous avons lancé le système avec lui, et nous avons lancé ces cartes à puce qui a fait vraiment... Qui a très bien marché. Qui a très bien marché à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la vidéo. Tout le monde devait se rendre au cinéma. Oui, tout le monde allait au cinéma, c'était une sortie. Et la vidéo n'avait pas encore l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Il n'y avait pas de DVD non plus. Les cinémas, c'était une sortie. Et ça a très bien marché. Mais à un certain moment, il y a eu de grands majors de cinéma comme Gaumont, qu'on appelle Balaxer. Pathé. Voilà. Gaumont Pathé, qui est arrivé, il s'est installé en France voisine. Il a cassé les prix à Genève. Et les Genevois commençaient à regarder combien ça coûtait les cinémas. Bon, en un mot, c'est qu'à Genève, il y a trop de salles de cinéma par rapport au nombre de la population qu'on a. Alors, et puis les billets des cinémas sont trop chers. Et petit à petit, les salles commencent à se vider. L'intérêt vers les cinémas, les salles obscures, et commençait aussi à finir. Et puis, bon, il fallait changer de métier. Alors, dans ces pays, il faut toujours être réactif, changer de métier. En 2006, j'ai décidé d'aller voir quelque chose ailleurs. Et puis, je me demandais qu'est-ce que je peux faire d'autre. Et par rapport à toutes les relations que j'ai eues avant, ces relations m'ont conduit à rentrer dans le milieu des assurances en 2006. Et mon premier employeur, c'était Generali. C'est Generali qui m'a formé. Et il m'a formé, il m'a envoyé à Lausanne suivre une formation sur les assurances en général, c'est-à-dire les assurances choses, comme des choses, c'est-à-dire tout ce qui est véhicule, tous les biens humains. Tous les biens, voilà, ça on appelle ça chose. Et puis les assurances vie. Assurance vie ou assurance sociale, tout ce qui est prévoyance, premier pilier, deuxième pilier, troisième pilier, et les assurances maternité, les assurances maladie. Alors j'ai fait un peu une formation générale sur les assurances, et j'ai pris goût. Et vous êtes resté? Et j'y suis resté. Mais toujours dans les soucis de voir toujours mieux, de dire mais qu'est-ce que je peux développer. Et 2 ans après, c'est-à-dire en 2007, je me suis intéressé de changer un peu d'air. Alors pour changer un peu d'air, bon, je regardais aussi parmi dans le milieu des assurances qui était vraiment l'assurance qui correspondait à ma philosophie et surtout de développement. Et j'ai vu que c'était AXA Vitentour Assurance. Alors AXA Vitentour Assurance m'a engagé et je suis rentré chez eux. J'ai eu du plaisir, je travaille d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Et ils m'ont donné aussi une formation. Et là-bas d'ailleurs nous avons une formation obligatoire et permanente tous les 6 mois. Et j'ai suivi ces formations, ils nous donnent le diplôme pour chaque formation que nous suivons, et que jusqu'aujourd'hui, je suis chez AXA Vitentour, raison pour laquelle je peux me permettre de vous parler de tout ce qui est assurance en général. D'accord. Vous êtes épanoui donc jusque-là, donc par rapport à ça. J'ai pas compris. Vous êtes épanoui. Oui, voilà, je suis épanoui dans ce milieu parce que dans les assurances d'abord, les assurances en Suisse, les assurances comme le banque, c'est le pilier même de l'économie de ce pays. C'est-à-dire ici, la Suisse, c'est des pauses, on ne peut pas s'en passer ni des assurances, ni des banques. D'ailleurs, on travaille toujours en connivence entre assurance et banque. Alors, on ne peut pas s'en passer. Et puis, je m'épanouis. Et puis, c'est agréable de voir les gens, de conseiller, c'est rendre service. C'est-à-dire, on est au service des autres. Maintenant que vous êtes fait connaître auprès de notre public, donc on aimerait maintenant savoir votre regard par rapport à l'immigration africaine ici en Suisse et particulièrement en Genève. Donc vous êtes arrivé en tant qu'Africain, étudiant venant de France. Quel regard portez-vous par rapport à cette immigration? Alors, ce serait un peu difficile, un peu étroite de parler de toute l'immigration africaine parce que c'est assez compliqué. Je pense que je peux que parler de ce que je sais et je connais. Oui. Alors, ce que je connais que les Congolais et les Angolais. Une petite communauté de l'Afrique centrale. C'est la petite communauté de l'Afrique centrale, malgré que quand j'étais à l'HUID, je fréquentais aussi d'autres étudiants. Mais ici, je suis plus à l'aise de parler de la communauté angolaise et congolaise parce que c'est une communauté qui se côtoie et qui se fréquente, qui se voit et qui discute. Alors, je peux dire tout simplement que voilà, en ce qui concerne les Angolais,
la première vague d'immigration, c'était des Angolais qui sont venus dans les années 60 et que c'était des boursiers. Et la majorité, ils étaient des boursiers d'IFLELA. Alors, il y a eu quelques personnes qui sont venues ici. D'ailleurs, certains sont encore jusque-là, d'autres sont rentrés, qui sont même dans le gouvernement. Et ceux-là, ils ont eu une très très bonne formation. Il y a des médecins, et je mets entre parenthèses même un des leaders de mouvement de libération angolaise a étudié ici en Suisse. Voilà, il a étudié en Suisse. Et ces gens-là, il y a même certains diplomates angolais qui sont aujourd'hui en poste, que ce soit en Hongrie ou en Angleterre, ils ont étudié en Suisse. Et même un de partis d'opposition aussi, la conception de ces partis a été faite ici en Suisse à Lausanne. Et puis il y a une deuxième vague d'immigration qui est des années 70, 80, c'était aussi des gens qui étaient ambitionnés par les études. Parce qu'à l'époque, venir en Suisse comme ça, les gens ne venaient pas comme ça en Suisse, parce que la Suisse n'était pas un pays colonisateur et qui pouvait créer un canal de passage d'un pays à l'autre. La Suisse était un pays qui était un peu très loin de l'Afrique. Il pouvait y aller par des actions humanitaires, à travers la Croix-Rouge et consorts. Et que pour venir en Suisse, les étudiants angolais ou congolais, pour venir ici, il fallait vraiment une bourse d'études, ou que ce soit des Nations Unies ou du pays même, pour venir travailler, étudier ici. Et puis il y a eu d'autres immigrations qui ont commencé à évoluer, qui étaient un peu massives, les années 80, que moi j'en fais partie aussi. Et que cette immigration, que je fais partie des années 80, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a les bouleversements qui commençaient à s'opérer dans notre continent. Et que pour nous, les Angolais, l'envie de rentrer dans notre pays qui était indépendant a attiré beaucoup de Angolais, qui étaient au Congo, au Brazzaville, en Zambie, en Angola. Et malheureusement, ils sont confrontés à une situation inattendue de leur part. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans un pays où ils ne se retrouvaient plus, ils n'avaient plus le même repère, où le pays non plus ne le reconnaissait pas. Alors, ce sont les gens qui se posaient la question, mais qu'est-ce que je fais ? Et tout de suite, il fallait prendre une décision. Certains sont restés, les autres sont partis. Ils sont venus en Suisse pour étudier ou pour y travailler. Bon. Et puis la troisième ou quatrième immigration, c'était ceux des années 80. Et ceux-là, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas eu trop de choix. Parce que... Année 90. En 90, avec l'effondrement du mur de Berlin, et il a créé des secousses jusque dans nos pays à nous. Comment c'est qu'à l'époque, l'Afrique subissait un peu la situation que l'Occident avait avec la guerre froide Est-Ouest, et que les pays africains ils vivaient sous l'influence de pays, que ce soit communistes ou de pays capitalistes. Et cette influence permettait aux pays africains d'avoir des subventions d'aide au développement, que ce soit des pays de l'Ouest ou de l'Est. Et à l'effondrement du mur de Berlin, et ces pays n'étaient plus en mesure de recevoir l'argent qu'on leur envoyait pour pouvoir permettre aux politiques qui étaient sur place de pouvoir se maintenir. Alors cet effondrement a empêché que les Occidentaux s'occupent normalement comme ils faisaient pour les pays africains, et le pays africain est rentré directement en récession et en crise économique. Et cette crise économique et récession a fait que beaucoup de ces Africains, et ils sont partis pour cette raison, que ce soit économique ou politique. Une guerre civile aussi. Tout ça fait partie, parce que dès que l'instabilité politique s'installe, la guerre n'est pas loin. Alors que ce soit au Congo, c'était l'instabilité politique après plusieurs années de dictature du président congolais. Bon, en Angola, il fallait une certaine transformation, c'est-à-dire changer les visages qu'on avait avec l'économie de planification et rentrer dans ce qu'on appelle l'économie du marché. Ça laissait pas mal de gens sur le carreau, et que cette immigration était un peu, dirais-je pas voulue, c'était un peu imposé, et ces jeunes qui sont venus ici, chacun à sa façon, et puis voilà, on est là aujourd'hui, et ces jeunes sont là, on fait avec. Très bien. Mais juste pour faire une parenthèse, en fait, y avait-il à l'époque là déjà des leviers pour essayer d'intégrer ou d'avoir des formations par rapport à cette vague d'immigration qui venait de l'Afrique? Vous aviez des leviers pour sortir, pour essayer un peu d'avoir des formations? Il y avait une filière de formation pour ces jeunes personnes qui venaient de...
ça fait longtemps que j'ai quitté un peu le milieu estudiantin. Je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe, les conditions pour rentrer, s'inscrire à l'université. Mais à cette époque-là, c'était... À l'époque, c'était un peu compliqué. C'était compliqué parce que c'est plus facile... Non, continue. Alors, c'est plus facile plutôt de faire des études en France qu'en Suisse. Tout simplement, en France, vous arrivez, vous avez votre bac, maturité, diplôme d'État, vous rentrez à l'université. Mais ce n'est pas le cas en Suisse. En Suisse, à l'époque, dans les années 80, les conditions étaient que pour rentrer en première année de l'université, il faut avoir fait 2 années d'université dans le pays où on vient. Oui, c'est-à-dire que si on a fait 2 années de l'université dans un pays africain, ça a donné l'équivalence pour rentrer en première année en Suisse. Et si on est non francophone, il fallait faire l'examen de français. C'est même moi qui avait déjà étudié en français, mais le fait que j'étais angolais, il me disait non, il faut refaire un examen de français. C'est une formalité. Mais c'était assez compliqué, et surtout si on n'a pas de papier, c'était encore plus compliqué. Mais il fallait demander des dérogations si on voit qu'on est motivé et qu'on est sérieux. Et des fois, ils accordaient des dérogations. Raison d'ailleurs pour laquelle aussi certains compatriotes, angolais et congolais, à l'époque, dans les années 80, ils ont pu faire des études, s'inscrire à l'université, que ce soit à Genève ou à Fribourg. En tout cas, merci pour votre éclairage. Donc, nous entrons maintenant dans le vif du sujet qui est le système de retraite en Suisse. Alors, vous êtes expert, donc vous êtes là pour expliquer aux millions de personnes qui vous regardent c'est que c'est le système de retraite en Suisse, parce que c'est compliqué. Donc, je dis dans mon introduction qu'il y a même ceux-là qui travaillent, comme indépendants, ils ont du mal à comprendre ce que c'est vraiment le système de retraite en Suisse. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne, le système de retraite ici en Suisse. Alors, le système de retraite en Suisse, si je peux commencer un peu par une petite historique allez-y. De retraite en Suisse, c'est qu'au début du 19e siècle, ça n'existait pas, les systèmes de retraite en Suisse. D'accord. Alors, c'était que les salariés devaient mettre l'argent de côté pour subvenir à leurs besoins pendant des moments difficiles, ou c'était des organisations, des associations religieuses et autres qui s'occupaient des salariés qui n'étaient plus en mesure de travailler ou de gagner leur vie. Et c'est en 1946 qu'il y a eu pour la première fois que le Conseil d'État a fait la votation sur le système qu'on appelle AVS. Et ils ont voté en 1976 et ils ont approuvé l'AVS en 1947 et l'AVS a été mis en œuvre pour la première fois en 1948. C'est en 1948 pour la première fois que l'AVS a été installée en Suisse. Et depuis 1948 jusqu'à ce jour, l'AVS a connu à peu près 11 révisions. Révision des textes, oui. Voilà, 11 révisions. C'est pour vous expliquer que voilà, la procédure jusqu'à stabiliser l'AVS et les systèmes que nous avons aujourd'hui a fait énormément de chemin. Alors, le système d'AVS, si on peut appeler AVS, on partira d'abord du système social en Suisse. Alors, le système social en Suisse, il est assez complexe. Il est assez complexe parce que la complexité vient que, voilà, c'est tout un organe qui est créé, qui est géré par l'État et sous une forme privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'AVS, il se base sur 3 piliers, qu'on appelle 3 piliers, premier pilier, deuxième pilier et troisième pilier. Et c'est quoi premier pilier? Alors, premier pilier, c'est tout simplement l'AVS. Et qu'est-ce que l'AVS? L'AVS, c'est ça qui permet d'abord de couvrir les besoins de salariés quand ils atteignent l'âge de retraite à 65 ans pour les hommes et à 64 ans pour les femmes, de partir à la retraite et de percevoir une prestation qui est accordée par la prévoyance publique, qu'on appelle AVS. Voilà. Et on a le deuxième partie qu'on appelle deuxième pilier. Et deuxième pilier, ça, c'est qu'on appelle prévoyance professionnelle. Alors, cette prévoyance professionnelle, c'est cette partie qui va compléter la partie que l'AVS ne peut pas compenser. Parce que l'AVS est la première partie, et puis
le LPP, c'est le deuxième parti, et puis nous avons ce qu'on appelle prévoyance individuelle, qu'on appelle les troisième piliers. Alors voilà, c'est un système qui est basé sur les trois piliers. Premier pilier, deuxième et troisième pilier. Nous y reviendrons de toute façon en deuxième et troisième partie de cette émission. Alors, vous avez utilisé le terme AVS. Pouvez-vous nous en dire qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que signifie AVS? Alors, l'AVS, c'est tout simplement... C'est une abréviation. C'est une abréviation AVS. AVS, c'est assurance, vieillesse et survivant. C'est tout simple. C'est AVS, assurance, vieillesse et survivant. C'est-à-dire, c'est une assurance qui donne des prestations aux personnes qui arrivent à la retraite, et c'est une assurance qui accorde aussi des prestations pour les survivants de personnes décédées, c'est-à-dire que quand un membre de parents meurt, il laisse ou les enfants ou sa femme, et il y a une prestation qui est accordée par la caisse publique AVS à ces personnes qui ont eu un parent décédé. Mais quelles sont les personnes concernées par l'AVS? Alors, l'AVS concerne déjà toutes les personnes domiciliées en Suisse, mais on doit y souligner quand même des particularités. Les diplomates, ils ne sont pas concernés parce qu'ils sont exclus de l'AVS, parce qu'ils ont d'autres accords avec les organisations internationales. Mais toute personne travaillant en Suisse a l'obligation de se soumettre à l'AVS. Et on s'inscrit à l'AVS dès l'âge de 17 ans, si on exerce une activité lucrative, c'est-à-dire le 17e anniversaire, le 1er janvier, l'année qui suit, automatiquement, on peut s'inscrire à l'AVS. Et puis, il y a encore, depuis, je crois, 1997, on a inclus aussi l'AVS pour les femmes au foyer qui sont sans activité. Ils peuvent aussi souscrire l'AVS. Pour des couples mariés? Pour les couples mariés. D'accord. Le concubinage n'a rien à voir avec... le concubinage, on peut... Concubinage, ça dépend. C'est-à-dire toute personne qui travaille a l'obligation. Concubinage, est-ce que la femme travaille? Si la femme ne travaille pas, si la femme ne travaille pas, en Suisse, le concubinage n'est pas reconnu comme un couple. D'accord. Mais si ce sont des gens qui ont déclaré... Non, je vais rectifier un peu. Les gens, la personne, quand ils sont en concubinage, les droits ne les protègent pas. On n'a pas comme le système qu'on appelle en France le système PACS, quelque chose. Ici, on a ce qu'on appelle le partenaire enregistré. Partenaire enregistré, ça veut dire que deux personnes de même sexe et qui sont mariées et ils sont enregistrés. Et c'est comme si c'était un couple, même s'ils sont de même sexe. Voilà. Alors, mais toute personne, même s'il n'exerce pas une activité, il est à la maison, que ce soit marié ou pas, à partir de son 20e anniversaire, il peut payer l'AVS. Seulement, si les partenaires paye l'AVS au moins les doubles de la participation minimale, c'est-à-dire ça fait 950 000. D'accord. Alors, comment se répartit-on les cotisations? Qui paye pour qui paye pour... Alors, l'AVS c'est une caisse publique. Ça appartient à l'État. Voilà. L'AVS appartient à la caisse de l'État. C'est d'abord l'État qui finance l'AVS. Et l'État qui finance l'AVS, il me demande à chaque salarié de cotiser et le patron de faire un effort pour pouvoir alimenter la caisse de l'AVS. Parce que c'est un système qu'on appelle le système de répartition. Ça veut dire quoi, système de répartition? Ça veut dire que le jeune qui travaille, qui paye pour les personnes qui sont à la retraite, ainsi de suite. Mais par rapport aux prévisions qui est en train de se faire, avec les taux de natalité qui deviennent de plus en plus bas, et la vieillesse grandit, les gens vivent un peu plus longtemps que possible, alors ce qui fait qu'on se retrouve avec un nombre de vieux plus élevé qui est le nombre de natalité. Alors, cet déséquilibre fait que le fonds de l'AVS est complètement un peu bousculé. Mais l'État, il a la capacité d'aller retrouver l'argent en taxant sur les casinos, sur la cigarette et sur l'alcool pour pouvoir enfouer la caisse de l'AVS. Mais les salariés, comme les employeurs, ils ont cette obligation de payer l'AVS. Je crois qu'il se situe au niveau de 10,30%, la taxation pour l'AVS, et répartit les salariés pour 5% et l'employeur pour 5% aussi. Ah, d'accord. Mais quelles sont les prestations fournies par l'AVS? Alors, l'AVS, première prestation que l'AVS, c'est-à-dire
il y a plusieurs prestations. L'AVS fournit plusieurs prestations, parce qu'il ne faut pas oublier que même l'AI, c'est-à-dire l'AI Assurance Invalidité, c'est l'une des prestations de l'AVS. Alors, si je peux ouvrir cette parenthèse... Parce que c'est très intéressant parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Voilà. Alors, l'AI, c'est une assurance invalidité. C'est qu'une personne qui est en l'âge de travailler, mais pour une raison de maladie ou accident, il se retrouve un jour qu'il ne peut plus travailler parce qu'il est dans cette situation. Et quand il ne peut plus travailler, il y a ce qu'on appelle chez nous perte de gain. C'est-à-dire, il n'a pas de salaire. Et à ce moment-là, l'AVS qui va déterminer quel est le taux d'incapacité physique de cette personne. Par rapport à son taux d'incapacité, l'AVS va lui prêter une prestation pour pouvoir lui permettre de survivre malgré son handicap, que ce soit pour raison maladie ou accident. Et puis, l'AVS ouvre aussi plusieurs prestations. D'abord, pour les assurés qui arrivent à l'âge de 65 ans, qu'on appelle âge ordinaire de retraite. Ça veut dire qu'à cet âge-là, la personne doit aller se reposer. Et bon, pour les indépendants, quand on est indépendant, on peut travailler jusqu'à 90 ans. Mais pour les salariés, à 65 ans, on peut s'arrêter. Mais si il veut s'arrêter, à 65 ans, on s'arrête. Et à ce moment-là, on n'a plus de salaire, on a ce qu'on va recevoir des rentes. C'est-à-dire, le montant qui est payé, les prestations qui est payé, il est payé sous forme de rente. C'est-à-dire, chaque mois, vous avez une prestation. C'est automatique déjà, dès que vous arrivez à 65 ans, il commence à vous verser comment ça se passe en théorie, c'est automatique. En théorie, c'est automatique, mais... Quelle démarche faire Alors, comme il y a beaucoup de gens, la caisse de compensation, parce que l'AVS, elle est gérée par ce qu'on appelle la caisse de compensation. C'est cette caisse qui va payer, qui gère tous les systèmes. C'est l'organe d'exécution, comme on dit. Parce qu'il y a l'organe d'autorité. L'organe d'autorité, c'est le conseil fédéral. Et puis l'organe de surveillance, qui est l'Office fédéral des assurances. Et puis l'organe d'exécution, qui est la caisse de compensation. C'est-à-dire c'est elle qui gère, c'est elle qui reçoit et c'est elle qui donne des prestations. Alors quand les gens arrivent à la retraite, ce n'est pas l'AVS qui viendra vous chercher, monsieur, voilà, vous avez 65 ans, venez chez nous, on va vous aider. Non. Ça se passe comment? C'est vous. Parce que d'abord, c'est la première chose que votre employeur va vous dire, écoutez, dans 3 mois ou dans 1 année, vous serez à la retraite. La retraite se prépare. Ça le prépare même 1 année avant d'arriver à la date anniversaire de la retraite. Et vous préparez pendant 1 année votre retraite, c'est qu'il y a la démarche à faire. Parce qu'une personne qui a travaillé, il a eu plusieurs employeurs. Et les caisses de compensation, il y en a plusieurs. Et à ce moment-là, il faut aller découvrir où se trouvent les comptes pour cette personne qui a travaillé dans plusieurs secteurs d'activité. Parce que les secteurs d'activité, ils ont aussi leurs comptes. Par exemple, il y a des comptes de caisses de compensation pour les ouvriers de métallurgie, pour ceux de bâtiments, hôtellerie et consorts. Alors, il faut aller chercher où se trouvent les comptes. Parce que chaque fois que vous commencez une activité, on vous ouvre un compte. Et les comptes-là, des fois, il est pas centralisé. Il est dans différentes caisses de compensation. Et à ce moment-là, vous vous avisez, vous vous annoncez dans une caisse de compensation qui va aller chercher, parce qu'on a un numéro d'AVS d'ailleurs, dès qu'on a le 17e âge, commence à travailler, on vous donne une carte AVS, et à travers votre numéro, on va aller chercher où se trouvent vos comptes AVS, où était votre contribution. Et en trouvant cela, l'AVS va faire des calculs pour pouvoir trouver quelle est la rente qu'il va vous proposer. Et cette rente, il ne vient pas de ce qu'on appelle survivant, ça c'est AVS. Survivant, c'est autre chose. Ah, très bien. Voilà. Et assurance survivant, ça c'est autre chose. Là, c'est assurance AVS, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à 65 ans, il doit avoir des prestations, et cette prestation, il est sous forme de rente. C'est-à-dire ce qu'on paye chaque mois à la personne qui arrive à l'âge de la retraite. Mais en préparant cette émission, vous nous avez parlé aussi des orphelins, des veuves, qui devaient aussi faire partie des prestations fournies par l'AVS. Comment et comment est-ce que les orphelins, les veuves peuvent-ils entrer en matière dans le cadre des prestations fournies par l'AVS? Alors voilà, c'est que dès qu'il y a un décès de l'un des parents, la situation familiale change. Bon, prenons l'exemple d'un papa, d'un père de famille qui a 2 enfants, qui va arriver à mourir d'une maladie ou d'un accident, et qui va laisser une femme et 2 enfants. Les enfants, ils sont à l'âge scolaire, et le salaire de la femme ne suffira peut-être pas pour subvenir aux besoins de ces 2 enfants qui sont devenus orphelins pour vivre. Et l'AVS, la caisse de compensation, a prévu que dans ce genre de situation, il y a des prestations à donner. Alors cette prestation, on va les trouver sur ce qu'on appelle assurance
survivant, c'est-à-dire sur les gens qui sont encore en vie. Et cette assurance survivant qui va donner des prestations, des rentes veufs, si il s'agit de madame qui était décédée, et si c'est le monsieur, c'est la rente veuve à madame, et les enfants perçoivent ce qu'on appelle la rente orphelin. Et ça concerne aussi le partenaire enregistré, c'est-à-dire les gens du même sexe, mariés, que ce soit homme ou femme. Très bien. D'accord, mais dites-nous la durée des cotisations, il est à combien en fait? Alors, la durée des cotisations pour la vieillesse, elle est de 44 ans. C'est long. C'est tellement long. Hein? Oui, 44 ans. C'est-à-dire qu'il faut avoir contribué pendant 44 ans pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la rente complète. D'accord. Donc, ceux qui ont commencé à travailler à partir de 16 ans... C'est-à-dire, voilà, il faut commencer, en principe, je vais expliquer un petit peu, en principe, il faut commencer à travailler à partir de 17 ans. Pour avoir 44 ans de contribution, pour avoir la rente complète. Alors, si on calcule, on dit, mais voilà, on n'arrive pas là, on ne fera jamais de 44 ans de travail, on n'arrivera pas à avoir la rente complète. Non, les textes, ils ont quand même créé des formes de bonification pour pouvoir combler le manque que les gens peuvent avoir. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, les études sont assez longues. Il y a des gens qui terminent à 25 ans, 28 ans, et c'est de suite. Et puis, des fois, pendant le parcours, on a des manques. On appelle ça des carences, c'est-à-dire des manques des années de contribution, parce que, pour une raison ou une autre, on n'a pas pu avoir de gains ou de salaire qui pouvait permettre à la personne de participer, de cotiser à la vieillesse. Alors, et pour les femmes, c'est 43 ans. Mais ils ont essayé de créer des bonus, des formes de bonus, pour pouvoir compenser le manque que la personne pourrait avoir. Alors, je donne des exemples. Par exemple, une personne qui est mariée avec 2 enfants. Alors, la première bonification qu'ils vont avoir, le fait d'avoir eu 2 enfants, c'est-à-dire cette famille, va contribuer aussi à la vieillesse, parce qu'ils auront des enfants qui, un jour, ils vont travailler, ils vont payer aussi les personnes âgées. Alors, l'État accorde une bonification de 10 années pour un enfant de 1 jusqu'à 16 ans. Ils accordent une bonification de 10 années. Et puis, dans un couple toujours, pour les personnes, c'est-à-dire la plupart c'est les dames qui restent un peu à la maison pour élever les enfants. Alors, elle va avoir beaucoup des années de carence, c'est-à-dire de manque de contribution. Alors, l'État va faire ceci. Il va prendre les années de mariage, les années que le couple ont été dans leur union, et les années que l'homme a contribué pendant la durée du mariage, et il les divise en 2 pour compenser une partie, bonifier, madame. Ils ont de formes de calcul. Il les multiplie par 2. Pardon? Il les multiplie en 2. Non, ils vont diviser. D'abord, ils vont diviser, c'est-à-dire que voilà, ils sont restés 20 ans de mariage. Alors, 10 ans. Pendant 20 ans, le mari a contribué il a de revenus déterminés, et ce revenu, ils vont le diviser par 2 pour donner une bonification à madame, pour compenser les années que madame n'a pas contribué. Et maintenant que nous, supposons nous Africains qui venons de l'Afrique et commençons en fait une activité lucrative un peu tard, sur le tard. Alors comment récupérer tout ça? Est-ce que nous entrons aussi dans ce cadre-là? Il n'y a pas de discrimination. D'accord. Il n'y a pas de discrimination au niveau des contributions ou de prestations. La discrimination n'existe pas. On est qu'à l'AVS, on n'est qu'un numéro, et toute personne qui contribue, il a des prestations identiques, que ça soit suisse ou autre. Mais les problèmes qui se posent pour nous, c'est plutôt au moment où on arrive à l'âge de la retraite, où on part avant la retraite. Et c'est là où les problèmes se posent. Parce que la plupart des pays africains n'ont pas d'accord, ils n'ont pas signé d'accord avec la Suisse, l'accord de rétribution de l'AVS, que si un Africain venait un jour à quitter la Suisse à l'âge de 40 ou 50 ans, il rentrait chez lui, il ne pourra pas récupérer l'AVS. Il peut avoir un petit montant de compensation. La seule chose qu'il peut récupérer, c'est le deuxième pilier.
Le deuxième pilier, on appelle l'assurance LPP. Oui. Là, il peut récupérer cette deuxième pilier et rentrer chez lui. Mais la vieillesse, il ne récupère pas. Mais pour les Européens, on leur donne. Les Européens qui arrivent à 65 ans, qui veulent rentrer, à l'époque, on donnait ça sous forme de capital. Voilà, pouf, partez rentrer chez vous. Mais maintenant, ils ont trouvé que ça posait des soucis parce que l'espérance a fait qu'avec les Espagnols, les Italiens ou les Portugais à qui on a remis des capitaux, ils sont partis, ils ne sont pas adaptés chez eux, ils revenaient. Et quand ils revenaient, ils n'avaient plus d'argent, ils avaient tout consommé et puis ils devaient encore vivre l'assistance. C'est-à-dire l'État gaspille doublement pour les mêmes personnes. Alors maintenant, même pour les Européens, on ne leur donne plus la vieillesse à l'âge de retraite sous forme de capital, mais toujours sous forme de rente. Et si vraiment ils décident de rentrer en Italie, on verse cet argent au gouvernement italien. C'est le gouvernement italien qui va lui payer chez lui en forme de rente, pour ne pas verser les capitales directement à la personne. D'accord, mais tout à l'heure vous avez expliqué un terme, je pense que c'est technique, hein, rente de survivant. Alors expliquez-nous ce que signifie rente de survivant. Alors rente de survivant, ça c'est comme je viens de le dire, et ça c'est rente, c'est quoi déjà? Déjà une rente, oui. Rente, c'est le montant, c'est la somme d'argent que la vieillesse donne à quelqu'un pour une prestation donnée. C'est-à-dire, ou pour la vieillesse, à la retraite, ou pour les survivants, c'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure, quand un des parents meurt dans un couple, que ce soit madame ou monsieur, il laisse des enfants. Et la vieillesse, la caisse de compensation, doit donner un certain montant. Bon, j'ai les chiffres, on peut voir les chiffres si vous voulez. Alors, si vous voulez au niveau des chiffres, prestations, survivants. Alors, j'ai ici, minimum, prestation minimum, il est à 11 136 par année. Alors, pourquoi on dit prestation minimum, prestation maximum? Parce que les prestations sont calculées par rapport aux revenus déterminés à la personne pendant qu'il exerce une activité professionnelle. C'est-à-dire une personne qui gagne 50 000 et l'autre qui gagne 100 000, ils n'auront pas les mêmes prestations. C'est-à-dire il y a des prestations minimum et des prestations maximum. Voilà. Alors, pour la rente à vieillesse, et puis je vais vous expliquer le survivant. Rente à vieillesse, minimum par année. Oui, parce que les gens, des fois, ils se disent, écoute, moi, je m'en fous, je ne vais pas travailler beaucoup, je me repose, et puis j'aurai la vieillesse. Non. C'est-à-dire, on vous donne ce que vous avez donné. On ne va pas vous donner ce que vous n'avez pas donné. Donc l'État ne compensera pas? Il compensera, mais il vous donnera le minimum pour vivre. Ah, très bien. L'État va vous donner le minimum pour vivre. Et le minimum pour vivre, il est très peu pour la vieillesse. Il est à 13 920 par année. Alors, vous multipliez le minimum. Alors, le maximum, c'est 27 840 par année. Voyez. Et je trouve que c'est très, très peu. Mais ça, c'est selon les branches aussi. Si on a travaillé dans une banque, vous cotisez. Voilà, c'est les salaires. Non, non, là où vous avez travaillé, sans aucune importance. D'accord. C'est le salaire que vous avez reçu. Parce que chaque fin du mois, vous regardez votre feuille de salaire et vous verrez qu'il y a des charges. On appelle ça des charges qui sont déduites. Alors, la première des charges que vous verrez en premier, c'est toujours la vieillesse. La vieillesse pour les salariés, 5, je crois, 20 et quelques. Et puis, vous verrez après la vieillesse, vous allez avoir assurance accident, vous allez avoir l'assurance maladie, assurance perte des gains, voilà, assurance LPP, et tout ça sont des charges. Et ces charges-là, le premier à recevoir, et puis sans oublier, pour le permis B, on fait la taxation directe, c'est-à-dire impôt direct qu'on paie à l'État. Mais ça ne fait pas partie des assurances. Alors, chaque fin du mois, vous payez des charges. Et ces charges-là, qu'un jour, quand vous serez à la retraite, qui vous sera redistribué. C'est-à-dire, on vous donne ce que vous avez donné. Mais, on impose un sacrifice aux gens qui ont de gros revenus. C'est-à-dire aux gens qui ont de gros revenus, on va leur taxer un peu plus pour compenser un peu les gens qui ont de petits revenus. Voilà, ça c'est une caisse de solidarité qui fonctionne. Et comment ça se calcule-t-il? Alors, je réponds d'abord sur la rente survivant. Alors, la rente survivant, c'est ce que je dis tout à l'heure, qu'on donne aux enfants quand l'un des parents vient à décéder. C'est-à-dire, si c'est papa ou maman, on donne la rente AVS, c'est cette somme-là qu'on donne chaque mois aux enfants. Mais ce n'est pas, cette somme-là n'est pas, comment dirais-je, il y a quand même un délai. On ne vous donne pas, voilà, jusqu'à... Non, on vous donne jusqu'à un certain âge. C'est-à-dire, si vous êtes encore dans les études... Donc c'est bien défini, quoi. Voilà, dès que l'enfant il est dans les études, on peut supporter jusqu'à 25 ans. Dès que l'enfant n'est plus dans les études, et cette rente tombe. Et pour la vieillesse, c'est la même chose. La vieillesse, la personne qui a la vieillesse, personne la vieillesse tant qu'il est en vie. Et les jours qu'il décède, il n'y a plus la vieillesse. Même s'il avait contribué, je ne sais pas combien d'années, il vient de rentrer à la vieillesse à 65 ans, à 67 ans, il meurt, c'est fini. Il n'y a plus rien. La vieillesse n'existe plus pour cette personne.
On ne va pas dire que non, il a contribué pendant 44 ans, il a l'AVS pendant 2 ans, on va donner la compensation à sa famille, non. L'AVS fonctionne qu'avec la personne quand il est en vie. Dès que la personne meurt, l'assurance vieillesse tombe automatiquement. Ah, très bien. Alors, dites-nous comment se calcule-t-il l'assurance AVS, la rente? Alors, la rente AVS, c'est un calcul qui est assez complexe, excusez-moi. Voilà, alors, c'est un calcul qui est assez complexe parce que même nous-mêmes, assureurs, on n'arrive pas, c'est-à-dire on n'arrive pas... Vous avez des chiffres approximatifs? Voilà, on a des chiffres à peu près parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. D'abord, je vais dire c'est un peu basiquement comme ça. Basiquement, comment ça se calcule? Basiquement, ils vont prendre les années de contribution. Alors, les années de contribution multipliées, et ils vont voir les salaires que vous avez eus pendant ces années de contribution. Ça va faire un revenu déterminant. Et ces revenus déterminants, ils vont multiplier par le facteur de valorisation. Ça veut dire quelle valorisation? C'est-à-dire que pendant les années que vous contribuez, on arrive aujourd'hui en 2012, on sait le coût de la vie, il est à 4%. Alors, on dit, voilà, on fixe le coût de la vie, on dit à 4%. On va multiplier par ces coûts de la vie et on divise avec les années de cotisation. Et on va encore multiplier, on met encore une multiplication, tout simple, de bonification d'année. On va additionner ou multiplier avec les années de bonification. C'est-à-dire combien d'enfants vous avez eu. Vous avez eu 2 enfants. Alors sur chaque enfant, on va vous donner bonification de 10 ans. 10 ans, ça fait 20 ans. Et ils vont le multiplier. Ils vont sortir un chiffre qu'on appelle le revenu déterminant. Et c'est le revenu déterminant qui vont trouver le montant qu'ils vont vous payer. Alors ça, c'est la caisse de compensation qui les fait. Et raison pour laquelle la caisse demande ceci. Quand une personne arrive à la retraite, il doit s'annoncer le plus tôt possible. Parce que c'est un travail énorme qui va se faire. Et le travail de calcul, d'abord de rechercher où se trouvent ses comptes. Chercher où se trouvent ses comptes. Mais même vous-même, vous pouvez le faire. Vous allez dans n'importe quel bureau de compensation, vous demandez, je vais avoir mon extrait de compte. Ah, ils vous le donnent? Ils vous donnent un extrait de compte. Alors vous allez demander un extrait de compte, ils vont vous sortir votre compte AVS avec le montant partout où vous avez travaillé. Ils vous sortent tous les employeurs où vous avez travaillé avec le montant des cotisations depuis que vous êtes en Suisse. C'est-à-dire, ça coûte 0 francs. Anecdotiquement, il y a eu des cas où le chiffre n'a pas pu apparaître. Non, sauf si vous avez eu un patron malhonnête qui ne vous a pas déclaré. Vous pouvez avoir quelqu'un qui ne vous a pas déclaré, qui ne payait pas votre contribution. Ça peut exister. D'accord. Mais dans la plupart des cas, donc... Voilà, dès que vous payez l'AVS, ça s'enregistre directement. Ça s'enregistre automatiquement. Parce que dès que vous commencez une activité professionnelle, la première des choses, c'est votre employeur va vous demander votre carte AVS. Alors, avec votre carte AVS, il va vous inscrire à une caisse. Alors, en vous inscrivant dans une caisse, il paye, c'est-à-dire il verse ses contributions pour vous, parce que lui, il paye même double. Il paye, vous payez pour vous, et lui, il paye aussi pour vous. C'est 10%. Le patron paye 5% pour vous, et lui, il paye encore 5% pour vous. Vous voyez? C'est-à-dire il paye beaucoup pour vous. Alors vous avez la possibilité d'aller demander dans une caisse de compensation, est-ce que je peux avoir mon extrait de compte? On appelle ça extrait de compte. Et ils vont vous chercher, ils vous donnent peut-être 2 ou 3, 4 semaines, le temps qu'eux ils recherchent où se trouve votre compte, et ils vont vous sortir un registre, un extrait de compte AVS. D'accord. En tout cas, merci déjà pour la première partie, pour cet éclairage. Alors dites-nous ce qui nous attend pour les 2 prochaines émissions. Vous allez nous expliquer le 2e et le 3e pilier. Alors, voilà, c'est que le système des assurances sociales en Suisse est très compliqué. Parce que là, on a parlé que l'AVS. Alors, l'AVS doit être complété avec le 2e pilier qu'on appelle la prévoyance professionnelle. Et puis, en plus, la prévoyance individuelle. Alors, l'AVS, qui est prévoyance publique, le LPP qui est prévoyance professionnelle et le 3e pilier c'est la prévoyance individuelle. Alors l'État encourage les gens parce que l'État ne veut pas que les gens quand ils arrivent à la retraite qu'ils soient à la charge publique. C'est-à-dire on n'a pas un système social comme en France où on a un État social en France. En Suisse non. En Suisse l'État il encourage les gens de pouvoir eux-mêmes s'investir pour pouvoir subvenir à leurs besoins pendant la retraite. Et c'est que l'État encourage. Qu'est-ce qu'il fait pour encourager cela? Il oblige les gens, pas obligé, mais il encourage les gens à faire le 3e pilier. Pourquoi le 3e pilier? Parce que le 3e pilier, quand on le fait, les gens ils profitent de ce qu'on appelle déduction fiscale. C'est-à-dire, si vous souscrivez le 3e pilier,
Et chaque année, vous avez ce qu'on appelle attestation de paiement de primes. Avec cette attestation, vous profitez des déductions fiscales, c'est-à-dire votre tranche ou votre échelle de taxation baisse d'un écran. Parce que vous savez, la taxation en Suisse, elle est très élevée. Pour les personnes mariées, c'est un peu favorable, entre 5 et 6%, mais pour les personnes seules, sans enfants, c'est entre 11 et 13%. Alors, en ayant le troisième pilier, vous avez la possibilité de déduire un peu votre taux de taxation. Et en plus, il ne faut pas oublier, premier pilier, deuxième pilier à la retraite, ça vous fait 65% de votre salaire. C'est-à-dire, dès que vous êtes à la retraite, vous avez perdu à peu près 35% de votre salaire. Alors, vous perdez 35% déjà avec le salaire complet, ça pose souci. Et si vous perdez encore 35%, ça suppose que les soucis sont complémentaires. Alors, les gens qui ont peu d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent le territoire. Ils disent, voilà, j'achète ma maison en Espagne, au Portugal, avec ma rente, je vis tranquillement. Alors, ce que je peux dire, que voilà, pour nous, surtout pour nous de la communauté africaine, nous devons nous dire que voilà, on est dans des pays organisés. Nous vivons dans des pays qui sont très, très organisés, structurés. Et aujourd'hui, nous le vivons nous-mêmes. Nous voyons qu'un pays comme le Congo, bon, l'Angola c'est un peu à moindre mesure, un pays comme le Congo aujourd'hui, ils vivent que des envois mensuels des gens qui sont en Europe qui envoient leurs parents. Parce que le système là-bas n'a pas fonctionné. Le système AVS n'a pas fonctionné au Congo. Et aujourd'hui, c'est les enfants qui sont ici qui envoient l'argent. Mais moi, j'ai tout appelé, c'est une forme d'aide un peu pervers. Pervers pourquoi? Parce que, c'est une aide qui maintient les gens en survie, sans toutefois les aider à s'en sortir. Et deuxièmement, c'est une aide qui appauvrit les gens qui sont ici. Parce que ceux qui sont ici, ils ont des charges aussi. Ils ont des charges, ils ont leurs enfants, ils ont des obligations, et ils doivent faire des sacrifices. Je dis, c'est louange, les gestes c'est louange. On ne doit pas dire que c'est pas bien, c'est très très bien. Mais à la longue, ça met les gens qui sont ici en difficulté. Alors que cette charge-là, ça devait être la charge de l'État. C'est l'État qui devait prendre les gens qui sont là-bas en charge, en créant tout un système social de chômage, des assurances vieillesse, mais malheureusement, ça a failli et ça crée un problème. Et les gens qui sont ici, ils ne peuvent pas non plus laisser leur famille et leurs parents dans des situations de désarroi comme ils sont obligés de faire un geste. Mais ces gestes-là ont un coût. À un coût, ici, on a des soucis. Parce que ici, l'argent ne suffit pas pour subvenir aux besoins de la famille, ni pour éduquer les enfants correctement, parce qu'ici, envoyer l'enfant à l'école, ça coûte très très cher. Alors voilà, ce qui fait que ce sont des choses que nous pouvons réfléchir. D'accord. Ça fait un moment, ça fait plusieurs années que vous êtes dans le métier. Alors, que diriez-vous aux gens qui nous regardent? Où allez-vous trouver pour plus amples conseils concernant les retraites ou les assurances, que ce soit assurance ménage, assurance sociale et tout? Qu'est-ce que vous dites de ces personnes-là? Où allez-vous trouver? Alors moi, ce que je peux dire d'abord, je suis entré ici de parler à mon nom. Je travaille pour AXA Vitertour, mais je ne suis pas mandaté par AXA Vitertour de parler à leur nom. Exactement. Parce qu'on est une grande société multinationale. On a vraiment toute une équipe qui s'occupe de la publicité. Vous êtes vous-même venu 2 ou 3 fois environ. On est une boîte aujourd'hui, on est leader en Europe. On est leader en Europe. Et en Suisse aussi presque le numéro 1. Et moi personnellement, j'ai été très proche. Je me dis, je suis assureur militant. Voilà, chaque fois que je vois mes clients, je leur dis que moi je suis assureur militant. Assureur militant, ça veut dire quoi? Moi j'aime conseiller quelqu'un, dire qu'on peut faire des économies. Parce que dans ces pays, on dépense beaucoup d'argent. Les assurances sont obligatoires et chères. Et vous imaginez d'abord l'assurance maladie. Alors, on prend l'assurance maladie et c'est une assurance qui est assez complexe. Beaucoup de gens ne comprennent rien du tout. Nous y reviendrons d'ailleurs. Voilà. Alors, dis, mais c'est quoi? Mais je ne vais pas y rentrer. Mais si on vous donne des informations correctement, parce que l'information, c'est quelque chose qui est très important. Vous pouvez avoir des millions, mais si vous ne savez pas l'utiliser, vous deviendrez toujours pauvre. Mais si vous avez des informations qui vous permettront de comprendre comment fonctionne le système, vous faites beaucoup d'économies. Parce que c'est là où on peut économiser l'argent dans ces pays. C'est d'abord en payant moins des assurances, parce que il faut les payer, c'est obligatoire. Mais comment le payer, avoir les meilleures prestations avec un moindre coût? Ça dit qu'il faut avoir quelqu'un qui va vous conseiller. Alors quelqu'un qui peut vous conseiller, qui va vous faire comprendre comment ça se passe, je vous assure, faites d'abord confiance à quelqu'un qui parle votre langue. Parce que lui, il vous parlera correctement dans la langue que vous allez comprendre et sans parler de la technicité de la langue. Et je pense que c'est là qui est très important. Alors si les gens qui viennent me voir,
Vous avez votre site à vous, et je vous donnerai mon numéro de téléphone. Et moi, je donne conseil même gratuitement aux gens. Même gratuitement, c'est-à-dire, vous me posez la question. Voilà, je vais acheter une maison en France, par exemple, tout simplement. Parce que les gens disent, mais je vais acheter une maison en France. Qu'est-ce que ça a à voir avec les assurances? Parce qu'il y en a beaucoup de nos compatriotes qui... Voilà, qu'est-ce que ça a à voir avec les assurances? Je vais lui expliquer, quand on va acheter une maison en France, il y a 2 paramètres qui rentrent en compte. Les crédits hypothécaires et prévoyance. Parce que la banque ne vous donne pas l'argent tant que lui-même n'a pas de garantie. Parce qu'il vous donne aujourd'hui, demain vous crevez. Qu'est-ce que ça va se passer? Qui va lui rembourser? Voyez. Alors, ce qui fait qu'on va toujours ensemble. Dès que vous voulez acheter une maison, on doit créer ce qu'on appelle, faire un montage de prévoyance. Parce qu'au cas où il vous arrive quelque chose, que personne ne soit perdant, ni votre famille, ni vos enfants perdent la maison, et ni la banque perd son argent. Alors, ce qui fait que les assurances nous suivent partout. Quand nous dormons chez nous, nous avons besoin d'assurer notre maison, d'assurer notre bien, c'est les assurances. Quand nous sommes malades, nous allons à l'hôpital, nous avons besoin des assurances. Quand nous roulons, nous avons besoin d'assurance. C'est-à-dire, dans ces pays, on ne peut pas vivre sans assurance. Mais pour comprendre tout ça, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas très bon à tout. Alors, il faut demander conseil. Alors, pour demander conseil, et c'est là où moi, je peux vous apporter un peu. Parce que je trouve qu'on est entre nous, on est des compatriotes, on doit se transmettre des informations qu'on peut avoir, et c'est ça qui va faire notre force. Et j'ai toujours été étonné de voir que, voilà, que ce soit en Europe ou aux États-Unis d'Amérique, la communauté noire est vraiment toujours à la traînée parce qu'on est toujours sous-informé, déjà, et on est tout surpris. Et comme on est sous-informé, et quand les choses nous arrivent, on est surpris. Et parce que si on ne veut pas être surpris, il faut toujours être en avance par rapport à l'information. Et que ce soit pour les assurances, pour les investissements, et voir qu'on a besoin de cette information. Aujourd'hui, on parle que de l'AVS. Peut-être demain, deuxième partie, on parlera du deuxième pilier, parce que la plupart des salariés payent le deuxième pilier. C'est sauf le troisième pilier qui est individuel. Là, il y a des gens qui en connaissent quelque peu, ou qui en ont fait de mauvaises expériences, ou qui ont des informations erronées, mais c'est des choses toujours qu'on peut redresser et expliquer. Mesdames et messieurs, notre émission touche à sa fin et nous vous remercions de nous avoir suivis. Et je tiens aussi à remercier notre invité, M. Miguel Fernandez, qui nous a parlé sur le sujet de retraite ici en Suisse. Et nous vous retrouverons prochainement pour la prochaine émission qui sera consacrée sur le deuxième pilier et le troisième pilier. Je remercie également Miguel Jérôme qui a assuré le cadrage de cette émission et il a aussi réalisé cette émission. Donc nous vous retrouvons pour la prochaine fois et merci de rester nombreux sur la chaîne CBB World et à la prochaine. Merci.